l'émission littéraire de Radio Galaxie. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons changer complètement de sujet puisque nous recevons l'association Patrimoine Volvestre avec Christiane Miramont, Claudie Villeroux, Christian Lacombe, Robert Foch, Gérard Pradalier. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Nous allons découvrir avec vous ce livre que vous nous avez proposé. Le découvrir, mais aussi peut-être le redécouvrir, parce que peut-être que certaines personnes l'ont déjà dans une bibliothèque, et c'est vrai que d'en parler, ça peut permettre de revoir des choses. Vous allez parler de notre beau Volvestre et de ses abords. Le titre d'ailleurs de votre ouvrage, c'est ça. Un ouvrage qui est paru aux éditions In Extenso, et vous faites découvrir ce patrimoine. Est-ce que ça, c'était important pour vous de mettre ce patrimoine par écrit pour ne pas le perdre? Oui, nous avons la chance d'avoir un chercheur, historien, Gérard Pradalier, qui nous a fait découvrir des sites magnifiques dans le Volvestre. Et puis nous avons eu aussi des conférenciers remarquables qui qui ont traité des sujets historiques sur le Volvestre. Et tout cela figurait sur notre site. C'est vrai qu'il nous a paru important de pérenniser ce travail et de le faire entrer dans la galaxie Gutenberg pour que ce soit accessible plus facilement à tout le monde. Ah oui. L'importance de le laisser justement, ce livre, parce que voilà, un jour cette association, peut-être elle continuera, mais on ne sait jamais. Il y aura déjà ce travail de fait. Quelle est l'importance justement de laisser des dates, des faits, des images? Ce livre, après tout, n'est pas une nostalgie. L'histoire n'est pas une nostalgie, mais quelque chose qui doit être tourné vers l'avenir, et donc par conséquent, comme le Volvestre est en train de s'agrandir, de nouvelles générations arrivent. À Carbone, par exemple, il y a 100 habitants de plus chaque année.
nous avons voulu donc apporter l'histoire à de nouvelles générations. En gros, situez-nous le Volvestre médiéval à aujourd'hui. Et est-ce qu'il a changé ou pas? Le Volvestre a changé. Il a d'abord changé au Moyen-Âge, puisqu'au départ, c'était uniquement la vallée du Volpe, et que petit à petit, le mot de Volvestre, le nom de Volvestre, s'est, je dirais, propagé jusqu'à la vallée de la Rise, c'est la région de Montesquieu et celle de Rieux. Alors le Volvestre est quand même pas mal vallonné. Est-ce que c'est le résultat de la fameuse poussée des plaques tectoniques qui a donné nos vallons et nos petites montagnes? Alors c'est vrai que la géologie a joué un rôle important dans la formation du paysage. Les petites Pyrénées sont des craies calcaires, des inclinaux et des anticlinaux qui forment nos vallonnements. Et puis ensuite il y a toute la partie, on pourrait dire gasconne du paysage avec le terre-fort et tous ces coteaux très très vallonnés. Le Volvestre est riche, alors on y trouve beaucoup de grottes, il y a beaucoup d'abris. Est-ce que c'est ça qui a été le départ de l'homme chez nous? Ça, il faudrait demander ça à Sébastien Lacombe. Mais il est évident que ces petites Pyrénées ont été un couloir qui a été fréquenté très très tôt, puisque déjà au Magdalénien, on trouve des traces de passage de l'homme dans ces territoires-là. Et la présence des grottes est liée aussi à la géologie et au paysage karstique. Donc c'est sûrement très fréquenté depuis la préhistoire. Ceci dit, Sébastien Lacombe a montré aussi que l'homme ne vivait pas seulement dans des grottes, mais en plein air. Et le chantier qu'il a actuellement à Peyre-Blanc est une illustration de cette réalité. Mais quand je dis qu'il vivait dans les grottes, c'est plus pour être à l'abri des... Voilà, c'est pour avoir un lieu. On sait bien qu'il vivait aussi en plein air. Ça ne peut être que... Il y a aussi dans le haut de la vallée du Volpe, versant qui va toucher un peu vers le Saint-Gironnais, de grandes grottes très célèbres qu'on appelle de la vallée du Volpe, qui sont ornées et où on a trouvé énormément d'objets. Donc à la même période, en effet, il y avait ces grottes, peut-être pas habitées, on ne sait pas trop à quoi elles servaient, oui. Mais c'était important. Oui, en tout cas, l'homme savait déjà s'abriter. Est-ce qu'il y a des peintures, est-ce qu'il y a des vestiges dans ces grottes ou dans ces abris? Et est-ce qu'on peut les voir? Ou est-ce que c'est encore tenu secret? Alors là, les grottes de Montesquieu à Ventès sont protégées et donc seuls les préhistoriens y ont accès. Mais il y a un musée, la famille Béguin présente tout le résultat de leur campagne de fouilles. Et on trouve aussi au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye un grand nombre d'objets, de bijoux qui ont été trouvés dans ces grottes, et notamment ce qui fait l'originalité remarquable de ces grottes, c'est-à-dire c'est le groupe de bisons d'argile. On ne savait pas que des Magdaléniens sculptaient, eh bien oui, il y a ce vestige, et il est mis en honneur à l'entrée du musée national de Saint-Germain-en-Laye. L'association Béguin a publié 2 livres très très beaux sur les grottes, tout ce que l'on ne peut pas voir à l'intérieur de ces grottes. 2 livres magnifiques. Bien. Il y a eu de différents projets architecturaux de l'homme bâtisseur, puisque je suppose que l'homme est passé par plusieurs étapes. Il a été d'abord homme tout simplement préhistorien et il vivait de la chasse. Ensuite, il est devenu bâtisseur du Volvestre. Il y a des châteaux, il y a des grandes abbayes. Est-ce qu'on peut savoir à quelle époque on peut situer tout ça ? Alors il y a eu, en effet, il y a des traces dans le Volvestre, tout le long de la Garonne, du passage et de l'occupation romaine, et notamment la Garonne était une voie fluviale pour aller des Pyrénées vers Toulouse, mais le long de la Garonne, il y a eu toute la voie romaine, lorsque, évidemment, les Romains sont allés occuper l'Espagne, là, Pompée, non, vers Pompéi, et ils ont
tracé une voie tout le long de la Garonne qui passe notamment à Casères, et il y a beaucoup de vestiges le long de la Garonne de cette occupation romaine. Il y a des tuileries à côté de Coulader. Oui. Il y a Saint-Sizy à Casères aussi, qu'est-ce que c'est ? Le Ventaire. Et Sans parler évidemment là, de Marteau-Tolosan. Alors là, avec la villa de Chiragan, on a rempli de musée Saint-Raymond de Toulouse. Voilà. Et il y a tout le long des anciennes villas. Oui. À Lafitte-Vigordane, Marc Favre, Voilà. tout le long de la Garonne. Et quant au pont romain, qui est un bel ouvrage, qui passait quelque temps pour être vestige de justement de l'occupation romaine, il paraît que non, il n'est que médiéval. C'est le pont du diable. Le pont du diable, voilà. Dont la restauration est à l'origine de notre association. Voilà. Et qui est sur la commune de Saint-Christo. Oui, Voilà. parce qu'on a beaucoup prêté aux Romains, y compris des choses qui ne leur appartenaient pas, et le pont du diable fait partie de ces choses-là. La création de l'association a permis de restaurer ce pont que vous pouvez admirer. Hein. Un pont romain qui n'est pas un pont romain. Voilà. Mais qui est un beau pont quand même. Hein. Alors, les châteaux, c'est classique, c'est le XIe siècle, ça commence au XIe siècle. Jusqu'alors, le Volvestre était certainement une région extrêmement boisée. La seule partie qui était mise en valeur et habitée à l'époque romaine, c'était la vallée de la Garonne. Mais le reste devait être un ensemble de massifs forestiers. Et ce n'est qu'à partir peut-être du Xe siècle, XIe siècle, que les défrichements ont commencé et que des châteaux sont apparus. D'accord. Et donc, le Volvestre industriel, il a commencé vers quelle époque ? Il y a eu une conférence que nous a fait M. Minoves, le professeur Minoves, concernant ce qu'il a appelé la proto-industrie lainière dans notre Volvestre. Et beaucoup de petits villages ont eu une activité très importante au XVIIe et XVIIIe siècle parce qu'il y a eu donc un développement de l'industrie lainière. On peut parler d'industrie parce qu'à la campagne, nous avions donc des personnes qui ont créé, notamment à la terrasse Carbone et puis à Montesquieu, cette industrie, a développé cette industrie lainière. Oui. Alors, les gens produisaient donc de la laine, et à la terrasse il y avait des métiers à tisser qui faisaient donc exporter dans toute l'Europe et dans le monde entier ces produits de la manufacture royale de la terrasse et du Volvestre. Voilà. Donc, cette industrie, elle a fait vivre finalement la vallée. Il y avait un bassin de 10 000 personnes qui travaillaient pour cette industrie. Oui. C'était très important. Là, le lin venait d'Espagne. Enfin, après, il y avait les bateaux, la Compagnie des Indes qui exportait. Donc, dans tout l'Orient aussi, il y avait... et jusqu'en Amérique, ces tissus venus de notre région, de notre Volvestre. Oui. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y avait des grandes villes et quelles étaient-elles ? Bon, je suppose que Montesquieu, Rieux, Carbone, Casères devaient être des villages clés à l'époque, non ? Mais si on parle de Casères, on peut dire oui que c'est une localité qui a eu une certaine importance, mais c'est surtout à cause de la Garonne. Et Casères a été un centre de batellerie florissant jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, et ce depuis l'Antiquité. Puisque tout le marbre des Pyrénées, la pierre à bâtir, la chaux, le plâtre, transitaient par la Garonne, au moins jusqu'à Toulouse, soit par des radeaux, jusqu'à Casères, où la Garonne devenait navigable, et à ce moment-là, on avait des barques à fond plat qui pouvaient transporter des charges assez lourdes, et qui pouvaient aussi amener à Toulouse, et parfois à Bordeaux, même les toiles fabriquées à la terrasse. Donc c'est une industrie qui a je sais pas si on peut appeler ça une industrie, une activité plutôt, qui a fait vivre cette vallée, en particulier Casères et Carbone aussi. Ce sont les deux villes ou les villages du Volvestre assez importants qui ont été concernés par la batellerie. Sans oublier justement, puisqu'on est à Rieux, que Carbone et Casères et Montesquieu étaient les villes maîtresses du diocèse de Rieux.
fondée en 1317. D'accord. Voilà. Et les villages qui remontent encore un petit peu plus haut, est-ce que eux, ils avaient l'économie, est-ce qu'ils servaient l'économie de ces grandes villes, justement? Ben, les villages, oui, ils ont quand même servi l'activité des villes un peu plus importantes en fournissant, par exemple, puisqu'on parle du Volvestre et une partie du Couserans, la pierre à bâtir, la chaux qui était faite du côté de Cérisol, de Fabas, etc. Le plâtre à Béchat, voilà. Et puis des denrées aussi alimentaires. On ne se rend pas trop compte maintenant que par la Garonne, on transitait des marchandises très importantes, du verre, des verreries de Tourtouze par exemple. On a un peu de mal à comprendre ça, mais oui, du verre très fragile, mais enveloppé dans de la toile ou de la paille et dans des corbeilles ou parfois des comportes qui étaient fabriquées dans une région aussi autour de Fabas. Et là-dedans, bon, on exportait au moins jusqu'à Toulouse et parfois à Bordeaux, n'est-ce pas, Madame Miramont, pour le verre. Hein. C'est vrai que l'activité verrière a été très importante dans la région de Fabas et Sainte-Croix, où il reste encore dans le paysage de grandes clairières qui sont les résultats de ces défrichements. Cette activité verrière avait commencé au milieu du XVIe siècle et elle s'est arrêtée à peu près dans le premier tiers du XIXe siècle. Et elle a permis à beaucoup de paysans de ce coin-là aussi de survivre, disons, puisqu'ils se sont lancés dans le commerce de ce verre. Ce verre était fabriqué par des gentilshommes verriers qui étaient nobles, donc, mais qui n'avaient pas le droit de vendre en dehors de leur verrerie. C'est là que les paysans sont intervenus pour assurer ce commerce. Donc, il l'a mené jusqu'à Caser, et là, il est embarqué sur des barques jusqu'à Bordeaux, comme l'a dit Robert. Mm-hmm. Donc ce sont les rivières que l'homme a su dompter et qui a fait la richesse du Volvestre quelque part. Et oui, en particulier quand même, il y a une chose remarquable, le long de la vallée du Volpe, on a compté jusqu'à combien de moulins? Une trentaine. Une trentaine de moulins dans la vallée du Volpe, ce qui est quand même très important et très intéressant. Il en reste peu, mais il y en a encore au moins 2 qui ont leur meule, tout leur mécanisme quasiment en état de marche. Oui. Alors justement, le Volpe, il était navigable aussi ou pas? Oh non. Non, le Volpe a des petites colères, des grandes colères, mais navigable, non. D'accord. Et puis chaque fois qu'il y a un moulin, évidemment, il y a ce qu'on appelle en occitan une pachère, un barrage qui fait que pour sauter les barrages, déjà sur la Garonne, il y a eu des accidents énormes au cours des siècles, et tant que c'était navigué. Donc on acheminait tous, le produit des moulins était acheminé soit avec les bêtes, les animaux, cheval, bœuf, alors à dos d'hommes. Les moulins étaient construits uniquement pour la population locale. Oui, c'est-à-dire qu'ils amenaient le blé, ils le faisaient moudre et ils repartaient chez eux pour faire leur pain avec ce blé. Ils n'ont jamais exporté de farine. Et en tout cas, il y a le moulin de la Dame qui a fonctionné jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Oui. Mm-hmm. Oui, les moulins sont reliés à l'activité agricole. Oui. Le Volvestre était essentiellement une région agricole, comme beaucoup de régions françaises autrefois, avant même que l'industrie textile ne s'y installe au XVIIe siècle. Oui. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Nadao. Vous l'avez choisi, pourquoi? Parce qu'il parle de la Garonne uniquement et qu'elle est importante. Ah ben oui, et puis Nadao est un groupe quand même aussi extrêmement connu, et voilà, et on a toujours du plaisir à l'écouter. Et c'est le patrimoine. Ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie du patrimoine, oui, bien sûr.
êtes bien sur Radio Galaxie et nous sommes en compagnie de Claudie Villeroux, Christiane Miramont, Pradelier, qui sont en train de nous présenter Au pied des Pyrénées, le Volvestre et ses abords. C'est leur livre qui est sorti aux éditions In Extenso. Et donc on va voir pourquoi ils sont aussi accros, on va dire, au patrimoine, et pour nous le remettre justement à notre portée, puisque ce n'est pas facile d'aller faire toutes ces recherches. Ça vous a pris longtemps justement de faire des recherches pour faire ce livre ? Ça nous a pris une dizaine d'années, puisque notre association date de 2005, et depuis 2005, nous étudions, nous voyageons, nous visitons. Donc oui, c'est le résultat d'une activité qui se déroule sur 10 ans environ. Alors, comment se passe une recherche ? Est-ce que vous découvrez quelque chose, vous approfondissez autour, ou est-ce que vous avez déjà une idée que peut-être là, il y avait quelque chose et que vous creusez dans ces informations? On fait des recherches systématiques, c'est-à-dire qu'aucun village n'est censé nous échapper, et nous essayons à chaque fois de montrer l'originalité du village que nous étudions. Oui. Très bien. Alors en Volvestre, il y a aussi un autre patrimoine, c'est le patrimoine linguistique, et d'ailleurs vous en parlez dans votre livre, parce que le Volvestre se situe entre Languedoc et Gascogne. Est-ce que c'était comme ça aussi au début? Est-ce qu'il y avait ce Gascon et ce Languedoc, ou est-ce que c'était comme on le connaît aujourd'hui? Là, c'est un peu difficile à dire. Là, il nous faudrait un de nos amis, malheureusement disparu il n'y a pas très longtemps, c'est Pierre Bec, qui était le grand spécialiste de toute cette linguistique. Mais le fait que dans le Volvestre, il y ait un frottement entre le gascon et le languedocien, ça date, ça date de toujours. D'accord. Ça a toujours été comme ça. D'un côté où on dit loufoque, et de l'autre côté les ouèques, mais on se comprend. Mais c'est vrai qu'il y a quelques interpénétrations entre le languedocien et le gascon. On est toujours dans l'occitan. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est un phénomène qui n'a pas une longue durée. L'apparition des langues vernaculaires, des langues parlées occitanes, c'est sans doute 10e, 11e siècle, vers l'an 1000, un petit peu avant sans doute. Donc ce n'est pas quelque chose qui remonte à la nuit des temps. C'est un phénomène historique qui est à peu près bien daté. Ça ne rajeunit pas quand même. Tous les villages qu'il y a sur cette vallée de la Garonne, parce qu'après on parlera d'une autre vallée, sur cette vallée de la Garonne, est-ce que tous les villages ont un point commun? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils ont un point commun ou pas? C'est la brique. Oui. La brique qui est un matériau noble, mais qui était un signe du méridional. Le gothique méridional, c'est une réaction contre le gothique français. Disons que on a voulu marquer notre particularité. D'accord. Est-ce que tous ces villages ont été construits à peu près de la même manière, comme les Bastides, ou est-ce que on l'a implanté parce qu'il y avait le terrain qui se prêtait pour faire comme ça? Non, c'est pas une affaire de site, davantage géographique. Les villages sont ont plutôt pour origine des initiatives seigneuriales, le regroupement des populations. C'est plutôt un phénomène de caractère humain, politique, qu'un phénomène de caractère géographique. Et d'ailleurs, ils ont pris des formes diverses. Il y a des villages qui n'ont pas de plan véritable, il y en a d'autres au contraire, qui ont un plan géométrique, à l'image en effet des plans des Bastides. Oui. Est-ce que justement dans cette construction de villages, est-ce que c'était plus les villages qui étaient plus élaborés, ceux qui avaient par exemple un impact religieux ou politique, qui étaient beaucoup plus élaborés que les autres? Non, tous les villages obéissent aux mêmes règles. Il y a à la fois une autorité politique, le seigneur en particulier, une autorité religieuse, le curé. Tous les villages, s'ils n'ont pas un château, ont une église et donc ont un clergé. Il n'y a rien de particulier de ce point de vue-là dans les villages du Volvestre.
Aujourd'hui, on recommence à voir quelques potiers par-ci, par-là. Est-ce que, donc, on en parlait tout à l'heure, il y a eu un moment vraiment florissant pour les potiers. Est-ce que ça avait un impact économique pour la vallée de la Garonne? Ben, le village de Potiers, vraiment de Potiers, à part Plagne, Et Martre. à côté de Caser et Martre au départ, qui après s'est spécialisé en la faïence, mais un impact économique énorme pour Plagne, non, mais on a quand même des renseignements et on sait que pendant au moins du 16e au 19e siècle, il y a eu pas mal de familles de potiers et qui, là aussi, exporter, c'est beaucoup dire, hein, mais faisait transporter par la Garonne, depuis le port de Caser. Là, nous avons des textes qui le disent. Et des marchands de Roquefort, qui est à la limite du Volvestre, mais enfin qui est près de la Garonne, qui faisait travailler des familles de potiers uniquement pour eux, leur acheter toute la marchandise et l'amener au moins à Toulouse, en bateau. Là aussi, au fond de la Garonne, plutôt qu'au bord, il doit y avoir encore beaucoup de choses à découvrir. Parce que les naufrages ont été vraiment courants, oui. Les potiers et les tuiliers, leur installation est vraiment soumise à la présence d'argile. Ah oui. On ne peut trouver ces villages-là, et cette activité, que dans les endroits argileux. Les marnes de Plagne, les marnes d'Ozas. D'accord. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui faisait naître les villages, puisqu'il y avait du travail, on s'installait, non? Non, les villages sont essentiellement des villages d'agriculteurs. L'industrie ou l'artisanat, tel qu'on l'a évoqué, est quelque chose d'exceptionnel. Et surtout de très récent. C'est plutôt à partir de l'époque moderne, 16e, 17e, qu'on a ce genre d'activité. D'accord. Caser et Carbone, est-ce qu'elles ont été prospères grâce à Garonne? Oui, je pense indiscutablement. D'ailleurs, Carbone, si le prince noir est passé à Carbone, c'est qu'il y avait des raisons économiques. Il est venu jusqu'à Carbone faire une petite boucle, piller Carbone, le brûler. C'est pas pour rien. Oui. C'est parce que c'était riche, voilà. D'accord. D'accord. Mais Caser aussi est une grande... Oh ben oui, le prince noir y est passé aussi. Peut-être pas le même jour, mais le lendemain ou la veille, pour brûler l'église. Voilà. Dit-on. Commercial. Voilà. Dit-on, beaucoup en doute là, hein, même autour de la table. Allez, professeur Pradalier, dites-nous pourquoi le prince noir n'est pas venu à Carbone et à Je ne Caser. personne, mais non. le prince noir, il a surtout évité Toulouse par le sud. Donc il se trouve qu'il est passé à Carbone, il y avait Par hasard. Il y avait un pont qui permettait de traverser. Il est passé à Noé. Je crois que c'est essentiellement la raison. Ceci dit, Carbone était une grande ville. C'était même une ville où il y avait une communauté juive. C'est effectivement. Uniquement, c'est le seul cas dans le Midi toulousain où il y a une communauté de juifs. Ce qui veut dire qu'il y a une activité commerciale, etc. Dans votre livre aussi, vous parlez de la vallée de la Lèze. Est-ce qu'elle a connu le même essor que la vallée de la Garonne? Ah oui, tout à fait. Même si la Lèze n'était pas navigable, elle a connu un grand essor essentiellement parce qu'il y avait une grande abbaye. Vous avez parlé tout à l'heure d'abbaye. Il y avait une très grande abbaye qui est l'abbaye de Lézat, et c'est l'abbaye de Lézat qui a impulsé l'économie dans toute la vallée de la Lèze. Mm-hmm. Et, puisque la Lèze n'était pas navigable, est-ce que ça a quand même eu un impact sur la vie des hommes et la vie agricole? Parce que cette Lèze est impétueuse, elle déborde beaucoup. Est-ce qu'elle a apporté du limon pour faire cette richesse à la vallée? Oui, sans doute, mais pas à l'époque historique. Et il y a des millénaires que ça s'est produit. Je précise que la vallée de la Lèze avait une particularité agricole, c'est que c'était un endroit, c'était un lieu où on produisait du pastel. Et le pastel du Lauragais arrivait jusqu'à la vallée de la Lèze et a été sans doute une des raisons de l'enrichissement de cette région. D'accord. Alors, parmi tous ces villages de la vallée de la Lèze, il y en a un qui retient et que j'aime bien, c'est la cité éparchoise. Elle est remarquable. Est-ce que vous pouvez parler de ce site fortifié? Saint-Ibard. Oui, Saint-Ibard est absolument exceptionnel dans la mesure où il y avait 2 châteaux, et 2 châteaux sur motte.
c'est un cas quasiment unique dans notre Midi. Les premiers châteaux ont été en effet au XIe, parfois au Xe siècle, des châteaux sur motte, mais il est très rare qu'on ait côte à côte deux mottes, parce qu'il y avait deux seigneurs. Le premier seigneur était le comte de Foix, le second était l'abbé de Lézat. Et le premier village s'est développé au pied de ces deux mottes, les deux seigneurs étant justement les co-seigneurs du village. C'est un très très beau village. Pourquoi on l'a mis en haut? Est-ce qu'il avait, par exemple, comme on le sait dans beaucoup d'autres sites, qu'il surveillait la vallée, peut-être? Pas? Surveiller la vallée, oui, pourquoi pas, mais surtout on l'a mis en haut pour des raisons défensives, parce qu'il était plus facile à défendre qu'un village qui aurait été au fond de la vallée. Ceci dit, il y a aussi des villages de fond de vallée qui ont été fortifiés, comme le Fossat. Voilà. Merci. D'accord. Lézat et Saint-Sulpice-sur-Lèze sont-elles des villages clés pour cette route qui va de l'Ariège vers la vallée toulousaine, ou pas? Ce sont des villages comme d'autres villages installés le long de la Lèze, dans la vallée, dans une vallée extrêmement riche. Ce ne sont pas particulièrement des villages clés, même si les deux villages ont été de gros villages et même de petites villes. Justement, ce sont des villes qui ont été faites sur des points quand même stratégiques, parce qu'elles sont sur la Lèze, ferment presque la route des Pyrénées pour... c'est ce qui m'est venu à l'idée quand j'ai lu votre livre, on les dirait porte des Pyrénées, porte de la vallée toulousaine. Non, je ne crois pas qu'elles aient eu une raison d'être militaire. Je crois que ce sont des agglomérations qui sont nées l'une près et au pied du monastère de Lézat. D'ailleurs, ce sont les moines de Lézat qui ont créé cette ville. Et l'autre est née au pied d'une commanderie des Hospitaliers, c'est le cas de Saint-Sulpice. Non, ça n'a rien à voir, je crois, avec des raisons militaires ou des raisons politiques. D'accord. Donc parmi ces deux vallées, il y avait une ville. À l'époque, ça devait être une grande ville. Aujourd'hui, on dit un village, mais c'était le village qui commandait tout ce giron de Garonne et de Lèze. C'était Rieux, en fait, puisque c'était là qu'il y avait tout le cœur central. Oui, c'est le siège religieux, quoi. C'est le diocèse de Toulouse qui a été divisé. Donc, voilà, seulement, il y a eu des évêques à Rieux qui ont eu une importance considérable au point de vue architectural, au niveau à Toulouse notamment. Jean Tissandier, qu'il faut signaler, qui est un homme qui était le confident de Jean XXII et qui est son bibliothécaire, qui a été évêque de Rieux une vingtaine d'années et qui a fait du mécénat, qui a eu de nombreux artistes et sculpteurs notamment, et notamment le maître de Rieux, qui a laissé des œuvres considérables. Au musée des Jacobins, on peut voir, au musée des Augustins, pardon, on peut voir des œuvres du maître de Rieux, de belles sculptures magnifiques. Jean Tissandier qui a créé, qui a fait construire la cathédrale de Rieux, qui l'a fait améliorer, et le clocher aussi, qui a fait faire le clocher, à l'image du clocher des Jacobins. Oui. Il y a une question qui me vient là, que je n'avais pas du tout préparée. J'ai toujours entendu dire, puisque moi je suis née dans le Volvestre, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait des souterrains. Est-ce que vous en avez une idée ou pas? Vous savez, les souterrains, c'est, comment dire, un vieux serpent de mer. Dès qu'on fait un trou dans la terre et qu'on trouve une structure creuse, on parle de souterrains. En fait, la majorité des souterrains, ce sont des silos. Ce sont des cavités artificielles creusées par les paysans où ils entreposaient leur blé à l'abri des rongeurs. La plupart des souterrains, ce sont d'anciens silos agricoles. D'accord. Eh bien voilà, j'ai une réponse. Et je vous en remercie. Est-ce que vous avez eu du mal à finir cet ouvrage remarquable que vous nous offrez? Oui, pour l'éditer, on a eu quelques difficultés, parce qu'on n'avait pas de finances qui nous permettaient de payer une édition. Alors, on a obtenu des subventions. Oui. Et puis, on a eu la chance de rencontrer un éditeur qui était dans nos prix, et surtout qui faisait de magnifiques réalisations. Vous avez pu voir justement, Inextenso nous a permis de réaliser ce bel ouvrage.
Oui, sur cet ouvrage, vous avez mis une très belle couverture. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Oui, c'est nous qui l'avons choisi. C'est un jeune photographe qui nous l'a proposé. De l'association, c'est un membre de l'association. Samuel Flao, et parmi une vingtaine de clichés, c'est celui-là que nous avons sélectionné. Alors, il faudrait quand même dire ce qu'il représente. C'est le village de Saint-Christo. Voilà. Voilà, avec la chaîne des Pyrénées derrière, comme on peut le voir par les beaux jours d'hiver. Très beau village de Saint-Christo avec sa porte fortifiée. Voilà. C'est bien dans l'église. Et que le général Ménard, qui a écrit un bel ouvrage sur Saint-Christo, et puis aussi sur les paroisses oubliées du Volvestre, appelé la sentinelle du Volvestre. Et sur cette photo, on voit très bien en effet, puisque le village est construit sur le dernier contrefort d'une série de collines dont Christiane a parlé, parallèle aux Pyrénées, là, toutes ces collines, et elle domine absolument la vallée du Volpe, elle est donc face aux Pyrénées. Oui. Dernière avancée du Volvestre vers le Comminges, si vous voulez. Oui. Oui. Au sujet des échanges, si vous voulez, nous sommes jumelés avec des villes d'Europe, avec 4 villes. Oui. Nous en avons amené une trentaine dans ces 4 villes jumelées. Oui. Donc, ça diffuse. Oui. Voilà. Alors, et les mairies sont très heureuses de recevoir et puis d'offrir aussi ce livre. C'est un beau cadeau à nos amis étrangers. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens qui voient ce livre, ce travail minutieux que vous avez fait de collectage et de photos et d'écrit aussi, parce qu'il faut l'écrire quand même. Tous les textes sont écrits par vous. Mais écoutez, ils nous disent que c'est un bel objet et un beau livre. Et beaucoup sont surpris par non seulement la qualité des textes, c'est à la fois très rigoureux, vraiment scientifique et très accessible, et puis très très bien illustré. Je crois qu'il y a plus de 500 photos. Mais il est magnifique, donc, c'est vrai. C'est vrai qu'on a des retours, comme on dit, qui nous font plaisir. Oui. Au point qu'il y a une seconde édition qui est en cours et que le livre qui était épuisé est à nouveau disponible dans toutes les bonnes librairies locales. Oui, c'est un très beau cadeau à faire. Si on veut offrir quelque chose, c'est le livre à offrir. J'ai cette conviction. C'est ce qu'on nous dit, beaucoup de nos adhérents qui ont acheté le livre et qui l'ont laissé traîner sur une table d'apéritif, etc., en rachètent ensuite parce que leurs visiteurs l'ont emporté. Ils s'en ont fait cadeau, disons, voilà, leurs visiteurs. Avant de terminer, je voudrais savoir s'il y a un lieu que vous avez, chacun, particulièrement aimé, qu'il soit un simple lieu sous des ronces que vous avez découvert, ou bien un petit village qui vous a peut-être donné le petit quelque chose au cœur. Oui, si vous permettez, moi j'ai été très, très ému de revenir sur le lieu du temple de Belbèze, en Comminges, que j'avais eu l'occasion de fouiller avec M. Manière. Bon, mais là, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et puis de visiter aussi toute cette région, d'Ossin, Belbèze. La journée que nous avons fait à Belbèze était magnifique. Et la visite du temple aussi, voilà. Oui. Moi, ce qui m'émeut chaque année, parce que nous y revenons tous les ans au mois de juillet, c'est un site en pleine forêt, au-dessus de Sainte-Croix-Volvestre, où une équipe de chercheurs américains dirigée par Sébastien Lacombe fouille donc ce site magdalénien. Et chaque année, ils découvrent un peu plus de choses et ils émettent un peu plus d'hypothèses. Et je trouve ça extrêmement émouvant chaque année d'imaginer ce qu'a pu être ce paysage et puis cette vie à cet endroit-là, si près de chez nous. Oui, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que dans le moindre village ou le moindre site, il y a des choses fort intéressantes, mais très souvent qui ne sont pas du tout mises en valeur. C'est pour ça que ce petit bouquin, enfin ce beau livre plutôt a son importance, parce que on se rend compte que à très peu de frais, je ne cite pas d'organisation qui pourrait mettre des panneaux, qui pourrait mettre des explications qui seraient très intéressantes. Il y a des endroits, par exemple, je n'en cite qu'un, c'est le fameux site qui est magnifique, d'où on voit les Pyrénées aussi bien qu'à Saint-Christo, c'est le site des Trespeiros. Oui. Les 3 pierres, là, où ces 3 pierres symbolisent la jonction des trois diocèses disparus de Rieux, de Saint-Lizier et de Saint-Bertrand. Là, c'est un site magnifique. Si on ne le sait pas, on passe et puis on ne s'arrête pas.
Peut-être de la mise en valeur qu'il faudrait faire et qui n'est pas toujours faite, et c'est dommage. Gérard, peut-être Oui, ce que j'ai retenu, moi, de mes recherches sur le Volvestre, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le nombre de petits villages fortifiés du XIVe siècle, ce que l'on appelle les réduits villageois. C'est le cas de Carbone, c'est le cas de Palamini, c'est le cas aussi du Plan. J'ai un petit faible pour le Plan, parce que c'est un beau village rectangulaire ou carré, je ne sais plus, avec un quadrillage de rues qui a été fortifié, qui a gardé ses fortifications du XIVe siècle et qui est vraiment le symbole de toute une époque et de tout un pays qui a été menacé longtemps par des guerres entre les comtes de Foix et le comte d'Armagnac et plus tard par les conflits entre les protestants et les catholiques. J'ai vraiment un faible pour le Plan. Je conseille vivement d'aller voir le Plan. D'autant plus que l'église est magnifique, l'église est superbe. Et ce Plan qui a eu 2 seigneurs. Qui avait plusieurs seigneurs, c'est le cas général au Moyen-Âge. Il n'y a pas un seigneur unique par village ou par château, c'est le régime de la co-seigneurie qui est un régime tout à fait ordinaire à cette époque-là. Christiane, un lieu? Oh, moi j'aimerais bien peut-être parler de Tourtouze. C'est vrai que c'est le village dans lequel je vis. Je fais rire tout le monde là autour. Je suis un peu chauvine. Mais c'est vrai qu'actuellement, le village, la municipalité a souhaité faire un peu de développement autour de ce village et a créé à l'intérieur des remparts un théâtre de plein air. Oui. Et où donc on se sert du patrimoine pour l'avenir, pour faire venir du monde, écouter de la musique classique en pleine campagne. Voilà, c'était un village qui veut vivre à partir de son patrimoine. Oui, et il a raison. Oui. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. À savoir que tous les sites que nous avons visités, que nous avons étudiés pendant cette dizaine d'années, tous ces sites ne figurent pas dans ce petit livre, et vous découvrirez les autres sur notre site patrimoine Volvestre Info. Il y a à peu près une 72 sites à découvrir. Sur le livre, il n'y en a que 57. Donc oui. Tous les autres sont à découvrir sur notre site informatique. Une autre question qui me vient comme ça en vous écoutant parler, est-ce que tout un chacun peut aller visiter ces lieux, hormis bien sûr les grottes qui sont fermées qu'on ne peut pas visiter? Oui. Il y a des exceptions. Tous les châteaux ne sont pas ouverts au public. Je pense au château de Palaïs à côté de Montesquieu. À Palamini, ce sont des châteaux privés et donc il faut au moins l'autorisation du propriétaire. Sinon tout le reste est ouvert. Et donc tout le reste est ouvert et on peut faire ça en famille, c'est facile d'accès? Oui, bien entendu, on peut faire ça en voiture même. Il y a des sentiers de randonnée qui sont de plus en plus développés par les municipalités maintenant, où on peut dominer le site, où on peut visiter les coteaux du Volvestre, etc. Voilà. Ce livre se veut un peu comme le guide vert du Volvestre. Il faut l'avoir dans la voiture, et puis quand on arrive dans un village, on a un aperçu de ce qu'a été son histoire, des points intéressants à voir. C'est un peu comme ça que je le vois. D'où donc le fait de devoir se procurer ce livre pour justement pouvoir... et c'est ce conseil que je donne à nos auditeurs pour que justement ils puissent voyager chez nous à peu de frais, puisque c'est vraiment tout le tour de chez nous que vous décrivez dans ce livre. Les couleurs y sont remarquables. Franchement, c'est le beau cadeau à faire. Il faut se le procurer absolument. Merci encore à tous, Claudie, Christiane, Christian, Robert, Gérard, à tous de nous avoir présenté ce livre dans Reliure. Donc on peut le trouver partout ou pas? Oui, il y a un nouveau tirage qui vient d'être fait puisque la précédente édition est épuisée. Oui. Dans les maisons de la presse. Les offices de tourisme des fois aussi. Et puis les librairies. Je pense que s'il y a une demande aussi, les libraires feront appel au distributeur régional, donc on peut le demander partout. Oui. Au moment du premier tirage, il était à la FNAC, il était à Ombre Blanche, en vitrine. Oui, à Ombre Blanche. Oui, en principe, on peut le voir partout. Bon, donc personne ne peut passer à côté, on peut se le procurer facilement. Est-ce que vous avez envie d'écrire un autre livre? Et si oui, est-ce que ce serait le même sujet? Je suppose que oui.
Est-ce que peut-être vous mettrez plus l'accent sur certains sites ou plus sur une ville plus étudiée? Je crois que nous avons fait le tour du Volvestre. Il y a peut-être un ou deux sites qui nous a échappé, mais je pense qu'on a fait quelque chose qui se veut un ouvrage de vulgarisation au sens noble du terme, et je ne pense pas que nous poussions plus loin nos investigations, d'autant plus que la moyenne d'âge de notre association fait que l'avenir est plutôt derrière nous que devant nous. Soyez optimiste, cher monsieur. Est-ce que vous avez envie, justement, que des plus jeunes viennent rejoindre votre association? Ah oui. Oh, combien? Donc, si on aime le patrimoine, si on est un peu jeune, pourquoi pas on va sur votre site et on vous contacte pour pouvoir venir vous rejoindre, pour justement aussi profiter de vos lumières, parce que c'est important d'avoir vos lumières aussi. Oui, et puis nous avons quand même tout l'hiver des séries de conférences, une fois par mois, Oui. sur des sujets qui touchent au Volvestre ou non. Ces conférences sont faites par des personnes plus que compétentes, et nous avons de plus en plus d'adhérents. D'accord. Et nous avons de plus en plus d'auditeurs pour ces conférences-là. Alors la moyenne d'âge, je ne sais pas. Mais tout ce que nous organisons est gratuit et attire de plus en plus de monde. Je crois que c'est la qualité qui fait que quel que soit le sujet, les personnes viennent. Et parmi les nouveaux, il doit y en avoir des plus jeunes. Oui, une question m'a été posée, comment on peut adhérer? Parce que des gens me disent, moi je voudrais bien aller à ces conférences, mais est-ce qu'il faut obligatoirement être membre de l'association? Et pas du tout. Tout est gratuit. Les sorties d'été sont gratuites, les conférences sont gratuites. Et en général, ce sont les personnes qui viennent elles-mêmes qui disent comment puis-je faire pour recevoir les informations. Et dans ces cas-là, on donne une adresse email, une adresse postale, et on paie un droit d'entrée qui est minime. Je crois que c'est 10 €. Quelque chose comme ça. Et nous comptons sur votre radio d'ailleurs pour nous informer de ces différentes conférences. Exactement, ça devait être mon prochain propos. Ne manquez pas de nous donner vos calendriers et nous ferons un plaisir de les diffuser. Je voudrais ajouter que les activités de l'association, en particulier les conférences, ont lieu à Saint-Christau. Oui. Exceptionnellement à Montesquieu, mais la plupart du temps à Saint-Christau, qui est de ce point de vue-là la citadelle du Volvestre. Et se conclut par un apéritif. À boire avec modération. Ce qui ne gâche rien. C'est très convivial et chaleureux toujours. Merci à vous tous. Le moment de se quitter est arrivé. Vous allez nous proposer une autre musique pour finir. Il s'agit de Rosine de Peyre qui chante un secanto magnifique. Vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisi. Moi, en tout cas, je vous remercie pour ma part de nous avoir fait voyager au cœur de nos racines, parce que vous êtes allé chercher loin quand même dans cet ouvrage les hommes et les femmes qui ont creusé, qui ont travaillé ce Volvestre, qui l'ont bâti, qui l'ont amadoué, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout ça c'est grâce aux gens qui étaient avant que nous sommes là aujourd'hui. Je vous laisse le mot de la fin et à bientôt. Oui, vous posiez une question sur Rosine. Eh bien, il y a plusieurs raisons qui font que nous souhaitons l'associer en effet à cette émission. Elle est de Peyre, donc c'est le terroir, c'est le Volvestre. Ce qu'elle chante, c'est le patrimoine. Et en plus, c'est une amie, une adhérente de la première heure, mais une amie pour nous tous. Et donc, nous sommes heureux de lui faire hommage aujourd'hui, de l'associer à cette émission. Merci, Radio Galaxie.